aurait pu le faire. On va essayer de montrer la lecture et la présentation d'une Mishnah. On ne va pas forcément arriver jusqu'au bout de cette lecture, mais on va montrer comment une Mishnah peut se lire à travers les questions et éventuellement proposer des pistes de réponse à travers le texte et les questions que le texte aura suscitées. En premier lieu, en guise d'introduction, alors avec une petite discussion avec ma chavruta Yehuda Amar, Yehuda Amar m'a présenté un Rabbi Ovadia Barthénora au début de la Masechet Avot, qui répond à la problématique suivante. Dans quoi la Masechet Avot vient s'inscrire? C'est-à-dire qu'on connaît les Mishnayot en général. Ça vient souvent développer une paracha de la Torah, développer un point particulier que les Chachamim ont mis en place. Ça vient développer l'enseignement vis-à-vis des takanot, des institutions que les Chachamim ont pu faire. La Masechet Avot, sans prétendre être exhaustif, mais la Masechet Avot vient à la fin du Seder Nezukin, et elle vient s'inscrire dans un contexte un peu différent, c'est-à-dire que il y a ici des préceptes moraux. Les Mishnayot, les enseignements des Chachamim peuvent nous paraître comme des préceptes moraux. Ça a trait à la conduite des individus, au comportement des individus. Et parfois, les enseignements peuvent nous paraître comme des enseignements qui dépendent du contexte, de la moralité, des personnes qui nous les enseignent, etc. Bar Minan. Et le point ici qui a été souligné par mon ami Yehuda, c'est en quoi on est au-delà de simples préceptes moraux et en quoi ça s'inscrit dans la retransmission ça fait partie, le fait de présenter les maillons de la chaîne depuis le Sinaï, depuis la Torah qui a été transmise à Moshe Rabbeinu, est important en guise de préambule pour la Masechet Avot, c'est-à-dire la première Mishnah. Alors, Rabbi Ovadia, rapidement, Yehuda, est-ce que ça te plairait de nous dire qu'est-ce que Rabbi Ovadia Barthénora il nous dit? Alors, c'est vrai que on a eu cette interrogation on voit que la Masechet Avot, elle commence en nous décrivant les différentes étapes de la transmission qu'il y a eu depuis le Sinaï. Et Rabbi Ovadia Barthénora nous amène une précision qui on va le voir, va nous donner un peu le contour de l'importance que cela revêt. Et il dit que, à l'inverse des sages des autres nations, qui, en fonction de leur environnement, de leur contexte, ont dicté des principes sur la moralité, sur les comportements sociaux, et en tout cas les attitudes qui étaient justes à adopter. Donc le Barthénora nous dit que les enseignements qu'on va voir dans Masechet Avot ne viennent pas du cœur des sages tel que ça a pu l'être pour les savants des autres nations. Et il dit que c'est pour cela qu'il y a toute l'importance de préciser l'origine de ces enseignements. Ces enseignements, ils viennent du Sinaï et ils ont suivi différentes étapes jusqu'à nous parvenir dans l'état dans lequel ils sont. Très bien. En réfléchissant à ce que cela peut représenter, qu'est-ce que cela peut vouloir dire?
Voilà, moi, de dire voilà, que, de dire j'avais que demandé à Youda en particulier, et on va pas s'attarder là-dessus, mais rapidement, j'avais demandé à Youda qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire que ce ne sont pas des préceptes que les Khamim ont puisés de leur seul cœur, mais que ces enseignements-là ont trait à la Torah qui vient du Sinaï. Qu'est-ce que ça aurait pu vouloir dire que Masechet Avot nous vient et peut s'inscrire dans ce qu'on appelle Torah Misinaï. Voilà, c'est ce point-là qu'on voulait rapidement développer. donc, Là. donc en fait, en quelques mots, simplement le fait que l'origine de ces enseignements soit divin permet de donner à ces enseignements une dimension qui n'est pas limitée à ce que ces sages ont pu conclure, déduire des situations de leur environnement, quelque part, ce sont des enseignements qui ne sont pas limités au moment où ils ont été dits. Le fait que les sages des autres nations puissent apprendre que, en fonction de leur contexte, telle attitude est à adopter Ou à proscrire. ou à proscrire, donne une dimension limitée dans le fait qu'ils n'ont pas une vision qui est peut-être assez globale du fonctionnement du monde, de la société, des enjeux politiques et tout ce qui constitue finalement les éléments du fonctionnement du monde. Le fait que les Chachamim, le fait que les enseignements de la morale qui sont édictés par les Chachamim viennent de l'origine divine nous permet de supposer, en tout cas de supposer et surtout d'avoir la certitude que ce sont des enseignements qui englobent de façon très complète le fonctionnement du monde et la direction qu'il doit prendre. Et c'est toute l'importance de la précision que ces enseignements viennent du Sinaï et qui viennent directement de la transmission d'Hachem. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ouda. Voilà, très bien. C'est exactement dans ce registre-là, c'est-à-dire qu'on est invité à lire les Mishnayot de la Masechet Avot. Évidemment, il y a un pasouk, Ve'asita yachar lifnei Hashem, une mitzvah de faire ce qui est droit. Et avant tout, ici, quand on parle d'une transmission, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose comme Yehuda a pu le dire, c'est pas quelque chose qui provient d'un certain contexte, etc. Mais c'est quelque chose auquel les Chachamim ont été soumis parce qu'il y a des générations et des générations qui ont déjà vécu et qui ont pu transmettre tel ou tel enseignement, précepte, etc., jusqu'à ce qu'eux-mêmes puissent puiser de l'expérience de leurs ancêtres des générations et des générations, puissent puiser de leur propre cœur, mais en étant soumis à l'expérience des générations auparavant et depuis Moshe Rabbeinu. Voilà, rapidement, c'est des kivunim évidemment, il faut développer, mais le point est celui-là. Et dans chaque Mishnah, on va essayer de retrouver il faut essayer de retrouver ce rapport-là avec Torah Messinai. Il y a ce point-là avant tout. On a l'impression, quand on lit les Mishnayot, on se fait souvent, comme le dit si bien mon ami Rav Yosef Pardo, on est souvent complice on se fait souvent le complice de ces enseignements. Et si on se fait le complice, on ne parvient pas à lire de façon suffisamment détachée l'enseignement du texte en réalité. Alors l'invitation ici que je vous fais, c'est de lire ensemble le texte, d'essayer de se détacher le plus possible de notre facilité à intégrer depuis le départ de façon plate ce que les Chachamim viennent dire. C'est parti. Alors, dans le Perek He, Mishnah Yud Zayin, le sujet, c'est le sujet de la discussion, la dispute, la marloquette.
Alors, le risque serait que quand on présente une Mishnah pareille, on est tout de suite du bon côté. Comme dirait Yosef, on est complice. Donc, on est du bon côté. Et s'il s'agit de présenter cette Mishnah, donc on va dire aux autres qu'est-ce qu'il faut faire et comment ils doivent faire. Et attention, ceux qui sont du mauvais côté, faites gaffe à ce que les Khamim viennent dire. Voilà. Évidemment, on va essayer de faire ce travail-là. C'est pas gagné, mais à travers l'étude du texte, on peut peut-être y parvenir. Kol machloket shei leshem shamayim sofa leitkayem, ve'sheina leshem shamayim en sofa leitkayem. Ezu machloket shei leshem shamayim, zu machloket Hillel ve'Shammai. Ve'sheina leshem shamayim, zu machloket Korach ve'chol hadatot. Alors, kol machloket, il y en a qui disent, il y a un khataf patar, donc c'est kol machaloket, là qui peuvent lire comme ça. Toute machloket, toute discussion, toute dispute, dissension. Chez Leshem Shamaim, qui est Leshem Shamaim, au nom du ciel, au nom d'Hachem. Sofa Leit Kayem, elle finira par se concrétiser, par se réaliser. Mais chez Leshem Shamaim, en Sofa Leit Kayem. Par contre, une dispute, une discussion, dissension, qui n'est pas Leshem Shamaim, elle ne finira pas par se réaliser. Quelle est, donc on va donner, ça c'est de façon générale. Maintenant, la Mishnah donne deux exemples. Quel est un exemple, l'exemple type, quelle est la machloket qui est l'Eshem Shamaim, une discussion qui peut être qualifiée de l'Eshem Shamaim pour Hachem. Zu machloket Hillel ve'Shammai, c'est la machloket, la discussion, la dispute entre Hillel et Shammai. Hillel et Shammai qui étaient donc des Tanaïm, les grands Tanaïm, et qui ont eu quelques discussions. Qu'est-ce qui n'est pas une dispute Leshem Shamaim? C'est la machloket Korach, de Korach et toute son assemblée lorsqu'ils se sont levés contre Moshe Rabbeinu. Kol machloket shei Leshem Shamaim. Alors, en premier lieu, déjà une question au préalable. On nous dit que, bon, on a l'air de nous dire qu'une discussion qui est Leshem Shamaim, alors elle va finir par perdurer, se réaliser. Voilà. Si se réaliser, ça veut dire que la machloket, elle continue à exister, que la machloket, elle perdure selon les générations. Avec les générations, on a du mal à comprendre en quoi c'est bien le fait que ce soit Mitkayem. À la fin, bon, il y a une marloquette et elle continue. Bon, on n'est pas, c'est dur, quoi. C'est difficile. On voit pas tellement le positif de la chose, a priori. Il y a par ailleurs de quelle marloquette il s'agit, quelle dispute il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'une dispute de voisinage? Est-ce qu'il s'agit est-ce qu'il s'agit d'une dispute de voisinage? Est-ce qu'il s'agit d'une dispute de Torah? Alors, ça a l'air de la Mishnah qu'il s'agit ici d'un enjeu Leshem Shamaim. Leshem Shamaim, a priori, et parmi les exemples que la Mishnah nous donne, c'est des enjeux de Torah. On va demander, c'est quoi? Déjà, on va poser plusieurs questions de façon désordonnée, mais c'est pas grave. Sur le texte, c'est quoi une machloket? Qu'est-ce qu'une machloket? Est-ce qu'il faut être deux forcément pour qu'il y ait une machloket? À quel sujet ça on a demandé? Mais qu'est-ce qu'une machloket avant tout? Est-ce qu'une machloket c'est le fait, c'est deux individus qui se confrontent et qui, ou bien c'est ça suffit qu'un individu vienne? Premier point. Deuxième point, ça veut dire quoi Leshem Shamaim? C'est quoi Leshem Shamaim? Qui n'est pas en machloket Leshem Shamaim lorsqu'il s'agit d'un enseignement de Torah, d'un enjeu de Torah, etc. Tout celui qui vient jeter des sparim sur l'autre, il vient Leshem Shamaim. Encore un autre point, qu'est-ce que ça veut dire que la machloket, elle est mitkayemet, elle se réalise? Qu'est-ce que ça veut dire que ça se réalise? Comme on a demandé auparavant. Ça veut dire quoi, ça se réalise?
Si par exemple, à la fin, on a une discussion entre les sages et que la halakha est tranchée selon tel ou tel chacham, en quoi, où on pourra voir que l'enseignement du second se réalise et mitkayem. À la fin, il a perdu. Quelle différence avec une marloquette qui n'est pas les Shem Shamaim finalement? Alors, lorsqu'on parle d'une marloquette, on parle de quoi? Est-ce qu'on parle de la personne? Quand on parle de la marloquette elle-même, on parle de la personne qui se lève? Ou bien on parle du sujet de la marloquette, de l'enjeu? Qui est mitkayem? Est-ce que le sujet, l'enjeu de la marloquette, il est mitkayem, il se réalise? Ou c'est la personne qui se réalise? Encore un autre point. C'est une sorte de ce qu'on va appeler une hakira. N'hésitez pas à réagir si un point ne vous paraît pas clair. Yehuda, je compte sur toi, bien sûr. Si le fait que la chose ne se réalise pas, est-ce que c'est une preuve? On a vu que ça montre que c'est une preuve que c'est pas les Shem Shamaim, mais est-ce que ça veut dire que les arguments étaient faux? Est-ce que si les mêmes arguments avaient été invoqués, les Shem Shamaim, est-ce que cette discussion se serait réalisée, l'enjeu de cette discussion se serait réalisé? Est-ce que c'est lié au fait qu'il y a une mauvaise kavana et donc ça biaise tous les arguments, ou bien les arguments depuis le départ qui ne sont pas lorsque quelqu'un est porté par une intention qui n'est pas les Shem Shamaim, ils sont faussés depuis le départ? Je prétends pas répondre à toutes ces questions, on va essayer. Encore un point. Qu'est-ce que ça veut dire que quand on dit qu'il a les Shamaï, c'était les Shem Shamaim? Qu'est-ce que ça veut dire que c'était les Shem Shamaim? Alors, premier point, donc, s'il s'agit de lire le texte, machloket ou machaloket, c'est le fait de se lever et de venir d'agir, c'est faire une action de dissension, aller contre quelqu'un, se lever et diviser et faire une division. Donc ça se peut qu'on a une personne qui a dit quelque chose, un autre qui se soulève contre lui. Le premier ne sera pas forcément en marloquette, il sera mêlé, mais il ne sera pas dans ce qu'on appelle la marloquette. La marloquette, ça sera celui qui se sera levé contre le deuxième. Alors, de fait, les deux seront en marloquette. Mais il s'agit ici de se lever contre l'autre pour tel ou tel enjeu. Dans Hillel et Shammai, de fait, la marloquette entre Hillel et Shammai, ils sont deux. Parce qu'on a ici on a deux Tanaïm qui sont en recherche de la vérité. Et de fait, quand chacun émet son avis, l'un dit Tamé, l'autre dit Tahor, etc. On aura une discussion dans laquelle tous les deux seront mêlés. Par contre, dans la Mishnah, lorsque la Mishnah présente Zou Machloket, c'est quoi une Machloket qui n'est pas le Shem Shamaim? C'est la Machloket de Korach et de toute son assemblée. On ne parle pas de la Machloket entre Korach et Moshe, ou encore entre Korach et Aaron, comme le Zohar le dit. On parle de la Machloket de Korach et son assemblée. Ça a l'air bien d'en relever le point dit précédemment, qu'il s'agit ici de se lever
et de se soulever pour faire une dispute, faire une dissension. Il s'agit donc de Korach qui s'est levé contre Moshe Rabbeinu. Mais on ne cite pas Moshe. Alors, c'est quoi les Shem Shamaim? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire les Shem Shamaim? On a donc les Rishonim qui ont dit ce que ça peut vouloir dire. On a Rabbeinu Yona, Rashi. Les Shem Shamaim, c'est la volonté de venir chercher la vérité. Venir chercher la vérité, venir, c'est-à-dire on a un enjeu de Avodat Hashem, un enjeu de Talmud Torah, d'étude de la Torah, et il y a une volonté de chercher profondément la vérité, tout en étant détaché, sans que cette vérité soit liée à nos intérêts, au contexte dans lequel on vient la proférer, mais en toute honnêteté, avec beaucoup de recul et avec soumission par rapport au texte ou par rapport à la parole divine, on vient chercher à atteindre cette vérité-là, la parole d'Hachem. Dans ce cadre-là, c'est ça qu'on va pouvoir appeler une parole l'Eshem Shamaim, une recherche l'Eshem Shamaim. Lorsqu'on vient chercher le Emet. Qu'est-ce qui ne serait pas l'Eshem Shamaim? Qu'il y ait quelque chose qui dépasse notre recherche de la vérité. On y mêle nos intérêts, on y mêle la position de l'autre. Un des mifranim, pour voir est-ce que c'est l'Eshem Shamaim, il y a une phrase de Rav Moshe Shapira qui me revient maintenant. On a quelqu'un une mauvaise marloquette, ce serait quelqu'un qui vient, il ne vient pas, je ne viens pas parce que je suis moi. Je ne viens pas prendre une position parce que je suis moi. Je ne suis pas moi parce que je suis moi. Je suis moi parce que tu n'es pas toi. Et souvent, le mifran de ce qu'on va pouvoir appeler l'Eshem Shamaim, ce sera celui-là. Qu'est-ce qu'on vient chercher? Évidemment, ça peut paraître plat parce que souvent, on vient le déguiser. Et même quelqu'un qui est nourri de mauvaises intentions, il ne le sait pas forcément, ou il déguisera sa mauvaise intention sous couvert de l'Eshem Shamaim. Yuda, oui. N'hésite pas s'il y a un point à développer dans les questions et le début de réponse que je commence à donner. Pour l'instant, c'est parfait. Pour replacer un peu les choses dans leur contexte, sans faire d'études historiques, Shammai et Hillel étaient d'accord sur pratiquement tout. Les Tanaïm, Shammai et Hillel étaient d'accord sur pratiquement tout. Et ils allaient dans une direction, dans un kivoun, sauf sur certains points. Et sur ces points-là, dans leur recherche de vérité, ils se sont opposés. Sur 3 ou 4 choses, selon le Bavli, le Yerushalmi. Et c'est ce qu'on a appelé une marloquette. Ça fait partie des premières marloquettes des Tanaïm. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on avait une certaine centralité de la parole. Et au fur et à mesure, on va le développer un peu après, au fur et à mesure, cette centralité s'est
dissipé avec des discussions, des dissensions autour de qu'est-ce que la Torah peut bien vouloir dire. Donc, Hillel et Shammai étaient d'accord sur beaucoup de choses, sauf sur certaines choses, et ils se sont opposés. Chacun selon son approche, selon sa disponibilité, sa perception de la parole d'Hachem, ils se sont opposés. À la fin, dans les discussions seules entre Shammai et Hillel, on a la halakha qui a été retenue comme qui? Comme Hillel. Comme Hillel. À part quelques exceptions. À part quelques exceptions. Alors, je ne parle pas encore de la marloquette, des marloquettes de Beth Shammai et Beth Hillel qui étaient les élèves de Shammai et Hillel. Je parle des marloquettes de Shammai et Hillel. Ok, la marloquette a été retenue comme Hillel. La Gemara dit, Hillel faisait d'abord passer les arguments de Shammai avant de commencer à parler, etc. Donner du kavod et du poids à la parole de Shammai pour développer ses arguments. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles la halakha a été retenue comme lui. Pas que pour cette raison-là, d'ailleurs. Mais quand on dit que la halakha, voilà, ça c'est une chose. On va essayer d'expliquer même si la halakha elle est retenue comme tel ou tel Tana, en quoi on va pouvoir affirmer que les paroles de Shammai se réalisent. Alors, chez les élèves, donc il y a eu des dissensions chez les élèves. Donc après le Khurban, il y a moins de centralité autour de la parole divine. Et les élèves de Shammai, de Shammai et de Hillel, Beth Shammai et Beth Hillel, se sont été en désaccord sur beaucoup de points. Ça a impliqué des vraies discussions, des vraies dissensions sur des sujets centraux. Dans Ibamot, par exemple, on a un sujet ce qu'on appelle Tzarat Bita. L'enjeu là-bas peut dans certaines situations être un enjeu de harayot, un enjeu de vie ou de mort, ou de mitzvah pour l'autre. Et on a des vraies dissensions. Il n'empêche, alors, ces dissensions-là, elles ont été provoquées par on va dire, un certain éloignement par rapport à la centralité du débat, la centralité de la parole divine. Mais on se retrouve avec la Gemara dit comme cela. La Gemara dit les dissensions qui ont été faites entre Beth Shammai et Beth Hillel sont dues au fait qu'il y a des talmidim qui n'ont pas suffisamment servi leur Rav et écouté leur Rav comme il faut, etc. Alors le Rambam est clair et tranchant là-dessus. Le Rambam dans la Akdama sur le Perush HaMishnayot, il vient dire Chas v'shalom, Chei nafshi ou Dieu sait. Loin de nous cette idée-là, et celui qui dirait cette idée-là comme quoi Beth Shammai et Beth Hillel n'ont pas servi leur Rav comme il faut et on fait deux Torot, etc. Bar Minan, cette idée-là, loin de nous. Mais quoi? Il y a eu des faiblesses par rapport aux élèves qui n'étaient pas forcément au niveau de leur maître. Et selon leur capacité à recevoir la Torah, selon leur disponibilité, leur capacité dans leur recherche de émettre, ils ont réussi comme avec les moyens qu'ils avaient, il s'agit de grands du monde évidemment, hein, avec les moyens qu'ils avaient, ils ont réussi à atteindre leur perception des sujets, de la parole d'Hachem.
mais ça implique que selon telle ou telle disponibilité, tel point qui est plus véhiculé chez l'un ou chez l'autre, telle capacité à recevoir, la réceptivité des individus, elle est différente, de fait. Et on arrive à une marloquette, les Shem Shamaïm, avec une volonté de recherche de la vérité, mais on arrive à des véritables dissensions. Parce que telle ou telle caractéristique, tel contexte, c'est pas contradictoire. C'est pas contradictoire avec ce que j'ai dit au début, dans le sens où c'est pas le contexte qui m'incite à proférer telle ou telle parole. Je me soumets à la transmission, je me soumets à la parole d'Hachem, à la recherche de la vérité, mais ma perception personnelle, elle a une, je peux pas me détacher de ma perception personnelle, qui implique des vraies dissensions entre des groupes, Beth Shammai et Beth Hillel. C'est ce que le Rambam dit dans la Hakdama sur le Perush HaMishnayot. Et alors certains veulent dire que c'était pas une marloquet de Shem Shamaim. Voilà, le Rambam dit Bar Minal, Chei Nafshi, de dire une chose pareille. Il s'agit aussi de la suite de la marloquet de Shammai et Hillel. C'est une marloquet, les Shem Shamaim, avec tous les deux une volonté d'entendre, d'être à l'écoute de la parole d'Hachem et de la comprendre et de l'atteindre. C'est une marloquet les Shem Shamaim. Et une marloquet les Shem Shamaim, dit la Mishnah, elle est mitkayemet. Ça veut dire quoi, elle est mitkayemet? Ça veut dire elle se réalise. Ça veut dire quoi, elle se réalise? Il y a plusieurs possibilités. Alors, on avait demandé au début comment une parole, elle peut se réaliser, comment une marloquette, une position peut-elle se réaliser, avoir un kiyum, avoir une existence, alors que la halakha ne sera pas tranchée comme lui, comme elle. Beth Shammai face à Beth Hillel, par exemple, ou toutes les autres marloquettes. Comment on peut dire que cette marloquette, cette prise de position, cette discussion, elle est mitkayemet. Elle a un kiyum. Alors, on va donner plusieurs possibilités. Il y en a peut-être d'autres. Première possibilité, lorsque la halakha est retenue, c'est vrai, on a deux paroles, on a deux recherches de Hémet profondes, et chacun sait. Et s'il ne le sait pas, alors qu'il cherche bien profondément quelles sont ses intentions, mais chacun sait ou peut savoir de quoi il est habité au moment où il prend telle ou telle position. Quelles sont ses intentions? Qu'est-ce qu'il recherche? Si la recherche, elle est pleine de volonté de trouver le Hémet, alors ça tient. Il y a un impact. La Gemara dit Elou ve'elou divrei Elokim chaim sur Beth Shammai ou Beth Hillel. C'est-à-dire que les deux sont des paroles d'un Dieu vivant. Ou encore, ce sont bien les paroles de Dieu qui sont vivantes à travers les paroles de Beth Shammai et Beth Hillel. Elles sont vivantes parce qu'elles sont pleines de recherche de la vérité, de achna, de soumission à la parole, et elles continuent à vivre. Alors on a demandé, mais la halakha, elle est retenue comme l'un et pas comme l'autre. Certes, la halakha, c'est comment on va trancher
le comportement à suivre, comment on va trancher? Comme qui on va trancher? Comme qui on va adopter la ligne de conduite pour les hommes? Il en reste que l'opinion de celui duquel on n'a pas retenu la halakha, son opinion reste. Son opinion est là. Ah, mais il a perdu. Donc ça change quoi? Premièrement, ça se peut que selon les générations, la halakha, elle pourra évoluer dans le sens où il y a une dynamique selon les dayanim. Par ailleurs, à travers les paroles de l'autre, même si on ne retient pas la halakha et qu'on ne retiendra jamais la halakha comme celui qui a perdu le débat, mais à travers la parole de l'autre, à travers l'opinion de l'autre, la position du perdant, elle sera retenue dans le sens où elle aura permis, par exemple, de mettre en lumière les paroles du premier. Elles les mettent en lumière, elles permettent à l'autre de s'y confronter, de mieux s'y confronter, de mieux se confronter à ses propres paroles, de les aiguiser, d'être obligé d'aller plus loin, et parfois même d'intégrer la vie de l'autre pour mieux dire ce qu'il pense, pour mieux dire ce qu'il veut dire. Ça, c'est un point. Deuxième point, on a dit deuxième point, ça se peut que la halakha, elle peut bouger. Et encore un autre point, en termes de limoud, en termes d'études, il y a quelque chose qu'on appelle drosh vekabel schar. C'est-à-dire qu'on va retenir cet avis-là parce que pour avoir le sujet et englober le sujet dans sa totalité, on est obligé de retenir cet avis-là et de savoir ce qu'il pense. Parce que cet avis-là, il est aussi émet, il est aussi vérité. Et ça nous permettra d'avoir un avis beaucoup plus général, beaucoup plus complet sur l'enjeu, sur la question. Yoda, Oui, ça va? très bien. Okay. Très, très bien. Il y a, ça c'est le point, une marloquette qui est les Shem Shamayim et les Mitkayemet. Évidemment, il faut encore développer. Par contre, une marloquette qui n'est pas les Shem Shamayim, elle n'a pas de Kiyum. Quoi? C'est la marloquette de Korach et toute son assemblée. Qu'est-ce que Korach voulait? Korach, il a remis en question la royauté ou la Keuna de Aaron. Il a remis en question la façon de diriger la direction de Moshe Rabbeinu, le pouvoir de Moshe Rabbeinu. Et il a dit on est tous kadosh, la façon telle que Rachid dit, dont tu donnes les mitzvot, elle est faussée, elle est intéressée, on est tous kadosh, on n'a pas besoin de ça, on a tous entendu Anochi, je suis Hachem ton Dieu, et tu n'auras pas d'autre Dieu au Arsinaï, on l'a tous entendu, Hachem te parler, dit-il à Moshe. On n'a pas besoin de toutes tes halachot, entre autres, toutes tes mitzvot, en tout cas, la façon dont tu fais dont tu donnes la mitzvot, elle est intéressée, on n'en veut pas. On est tous kadosh, on peut tous être à la tête. La kavana donc, ce qui ressort du texte de la Torah,
la question aurait pu, dans un certain contexte, peut-être être légitime. Dans la mesure où, oui ou non, si elle n'est pas légitime, alors elle ne le sera pas. Mais la question, elle peut être légitime. Quelqu'un, il vient chez Moshe, vient parler avec lui, il dit « je ne suis pas d'accord avec toi », etc. Il y a ici une façon de remettre en question l'autorité dans son intégralité de Moshe Rabbeinu, quitte à casser le système, peut-être même des mitzvot dans son ensemble, pour imposer sa vision. Cette kavana-là, c'est ce qu'on appelle une kavana shelo leshem shamaim. Excuse-moi David, c'est donc sur la façon qu'il a entrepris d'être Rolek, de rétorquer à Moshe, ou c'est bien c'est le contenu? Très bien. Alors, c'était ma chakira du départ. C'est exactement ça. Oui, justement, c'est pour ça que je veux reboucler. Ouais. Alors, je ne sais pas si j'arriverai à le dire jusqu'au bout. On va essayer de le dire. On va essayer de le dire à travers d'autres exemples. Il y a beaucoup dans la façon et il se peut que la façon biaise totalement les arguments. Et que ce qu'on appelle l'ol Hashem Shamaim, ça va impliquer que tel ou tel argument qui aurait pu avoir un impact, le fait que dans cette façon de procéder-là, est complètement vide, ne donne plus rien. Et le contenu même, il ne ressort de cette parole plus aucun contenu. Alors, ce que je vais essayer de montrer à travers différents passages dans la Torah, rapidement, sans les traiter véritablement. Quand on dit c'est pas mitkayem, alors dans le désordre, on a dit au début que ça a une source, que les Mishnayot de Avot ont une source puisent leur source du Sinaï. Alors, si ça puise la source dans le Sinaï, on peut, comme nos maîtres nous ont appris, on peut trouver des sources dans la Torah elle-même, des indices. Alors évidemment, on a Korach, et la réciproque, on peut aussi la trouver. La Mishnah n'a pas cité une réciproque qui provient de la Torah, mais on peut trouver des exemples. Pourquoi? On va y répondre. Pourquoi la Torah n'a pas cité? On va y répondre. Mais dans différents passages de la Torah, on voit des soulèvements, en tout cas de certaines personnes qui viennent remettre en question telle ou telle halakha, telle ou telle mitzvah. Ils ne viennent pas la remettre en question, ils viennent demander quelque chose. Ils viennent demander quelque chose en plus. Ils viennent combler un manque. Et ils viennent chez Moshe Rabbeinu, dans certains cas, peut-être discuter. Dans ces cas-là, il y a beaucoup d'exemples dans la Torah. On voit que cette demande, elle a été validée par Moshe Rabbeinu. Alors, en introduction, juste rapidement, Moshe Rabbeinu, le fait que la Mishnah n'a pas pris d'exemple dans la Torah elle-même, de Machloket, même si on peut dire qu'il y a eu des discussions, c'est parce qu'il y a une centralité et finalement on arrivera à une centralité qui est la parole et la nevoua de Moshe Rabbeinu. Et même si Moshe Rabbeinu tient telle ou telle position au départ, il va soumettre le problème, le sujet devant Hachem. Et quand c'est validé, alors ça devient la Torah de Moshe Rabbeinu. Par exemple, la demande est mitkayemet, la demande se réalise. Par exemple,
Par exemple, les Bnot Tselophrad qui ont demandé une part, les filles de Tselophrad. Par exemple, tel que le Midrash nous rapporte, les Marot Hatzovot, comme j'ai déjà pu le citer à une autre occasion, où les femmes ont apporté les miroirs pour le Kiyor, pour leur contribution pour le Beth Amikdash, pour le Mishkan. Et Moshe Rabbeinu n'était pas d'accord, ne voulait pas de ça au Mishkan. Et Hachem lui a dit, si, emmène-le, ça m'échérit plus que tout, cette chose-là. Et il y a une discussion. Et à la fin, Moshe Rabbeinu le valide. Cette discussion-là, cette position-là est mitkayemet, se réalise. C'est-à-dire quoi ça le réalise? C'est-à-dire que ça a une place dans la Torah. La Torah lui donne une place. La Torah lui... Alors, on n'aura pas ici, contrairement au Mishnayot, on n'aura pas ici deux avis, mais la Torah va devenir ça va devenir cette Torah. La Torah va englober cette position-là et ça va même devenir la parole de Moshe Rabbeinu. On aura Pessar Sheni, l'exemple de Pessar Sheni. Pourquoi on aurait moins, etc. Et à la fin, Pessar Sheni est une halakha validée, kivyachol, par la Nevoua de Moshe Rabbeinu. Une mitzvah qui change les préceptes et la mitzvah originelle du Korban Pessah. On a évidemment bien d'autres exemples. On a en contre-exemple, on a en contre-exemple l'exemple du Mekalel où il prend position contre Moshe Rabbeinu, etc. Mais là, c'est pas une marloquette c'est pas une marloquette, c'est une rébellion. À la base, c'était un sujet de discussion, mais tel que le Midrash le présente. Mais le sujet n'est pas en question ici parce que on a ici une vraie rébellion. Alors, quand on nous dit que c'est la raison pour laquelle je propose, la Mishnah ne présente pas un exemple qui nous provient tout droit de la Torah, à contrario de l'exemple donné de Korach et toute son assemblée, c'est parce qu'on a une centralité de la parole de Moshe Rabbeinu, on a la névoie de Moshe Rabbeinu qui valide totalement cette position-là. Alors que Korach et toute son assemblée, le fait que ce ne soit pas mitkayem, la demande de Korach, ça veut dire quoi, c'est pas mitkayem? Mais on en parle de Korach, on en parle de son soulèvement, on nous dit même ce qu'il a dit, lui. On nous présente sa démarche, certes, mais quand on nous présente sa démarche, on nous présente une démarche de rébellion et on va nous présenter sa punition et les conséquences de son acte. Et surtout, le trou que Korach a fait. Mais en rien, on nous présente une position qui est validée dans la Torah de Moshe Rabbeinu. Dire qu'on garde ce souvenir-là, c'est comme, si je peux prendre l'exemple, dire qu'un trou existe. Quelqu'un, il a creusé un trou. Il a fait un trou. Voilà, il est là le trou. Ça veut dire quoi, il est là le trou? Il n'y a rien dedans. Le trou noir fait partie de la réalité du monde. Ça veut dire quoi? Il n'y a rien à l'intérieur. En tout cas, on ne voit rien. C'est un trou. Dans un trou, il n'y a rien. Korach, il vient, on retient ce qui s'est passé, évidemment, on ne l'efface pas, c'est pas censuré, mais il n'y a rien de validé qui est mitkayem, qui se réalise. Dans un autre contexte, peut-être, si la démarche aurait été l'Echem Shamaïm, ça se peut qu'on aurait eu une confrontation, qui sait, ou pas. Ce qu'on veut, alors c'est pas exhaustif, mais
on n'est jamais à l'abri. C'est-à-dire, il y a un lave dans la Gemara rapporte un interdit d'être marzik be marloket. L'arzik be marloket, ça veut dire que ce soit l'enjeu, rester sur sa position peut être un interdit. Le Ramban le retient la halakha. Tout celui qui la Gemara rapporte cette discussion-là. Tout celui qui est marzik be marloket, qui renforce sa discussion-là, il transgresse un interdit. Comme c'est marqué, il n'y aura pas comme Korach et toute son assemblée. Rav Ashi dit, il est susceptible d'être frappé par la tsarat, ce bonhomme-là. Les Rishonim, sauf le Ramban et peut-être le Ramban et la halachot, peut-être le Smak, si je ne m'abuse, retiennent ça dans le compte des 613 mitzvot. Les autres, comme le Rambam, non, parce qu'ils pensent comme Rav Ashi, là-bas. En tout cas, on n'est jamais, on va dire, à l'abri de ce point-là. Est-ce que l'enjeu est un enjeu, les Shem Shamaim? Il y a un enjeu grave qui, je suis peut-être en train de transgresser un interdit. Le point ici, ça sera, chercher en soi, ça peut paraître plat, mais chercher en soi ses intentions, être conscient de la raison et de nos motivations, la raison pour laquelle on prend telle ou telle position. Et parce qu'on n'est jamais à l'abri de ce qu'on peut appeler être une marloquette, les Shem Shamaim ou pas les Shem Shamaim. Et le mifran, ça sera évidemment le fait que la chose a un impact et se réalise, mais ça sera avant tout scruter ses propres intentions, scruter la raison pour laquelle on tient telle ou telle position. On la tient dur comme, on y croit dur comme fer, on la tient. Et ce qui fait qu'on s'y accroche. Voilà pour l'instant. Est-ce que j'ai traité de tous les points que j'avais dit au départ? Il me semble que oui, c'est-à-dire que c'est des kivunim, des directions qui vont nous permettre de développer l'enseignement de la Mishnah. Ce ne sont pour l'instant que des kivunim, des directions, qui nous permettront, Bezrat Hashem, d'aller encore plus loin. Voilà, Yehuda, est-ce qu'il y a quelque chose à éclaircir? Il me semble que tout est très très clair, limpide même. Khazak pour ton intervention. Merci beaucoup. Je ne sais pas si parmi les participants, il y en a qui pourraient avoir des questions ou besoin de précision. Ouais, moi, j'ai juste pas très bien compris, mais j'avais juste pas très bien compris. Désolé, j'ai juste pas très bien compris. C'est quoi les Shem Shamaim et pas les Shem Shamaim? C'est quoi, par exemple, c'est quoi le. Par exemple, quelqu'un il dit, il explique, par exemple, il a un problème. Pas les Shem, je donne pas un exemple. Il dit pas, il a pas envie de se disputer avec quelqu'un. Il exprime juste des sentiments où il s'est mal senti par rapport à un moment, je sais pas. Ça s'appelle les Shem Shamaim. Enfin, Est-ce que dire son sentiment, c'est les Shem Shamaim, Jérémy? Est-ce que dire ses ressentiments et ses propres sentiments ou être motivé par tel ou tel sentiment, c'est les Shem Shamaim? Est-ce que ça témoigne du recherche de vérité, de la confrontation à la parole d'Hachem? Je te laisse y répondre. Khazak David. La réponse est claire. Nachon? Oui. Rav Yosef? Très bien. Il y aurait un point. Est-ce qu'il y aurait un point à mettre à développer?
Par exemple, le Toujours point, sous-développé. que tu as soulevé. Non, moi je pense que tu as donné un très bon keyboard. Ne serait-ce que de dire que des fois la forme ou la présentation, la posture qu'on prend quand on va poser une question, elle peut nuire au contenu même, même si on retient de Korach ces questions. Mais c'est comme un trou, comme tu dis, c'est un trou, c'est un trou béant, il ne contient rien, mais il reste la marque, la balafre, disons que ça a fait dans le Ham Israël à ce moment-là. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce qu'il disait Korach avait un contenu. Le seul contenu qu'on peut retrouver, c'est que quelqu'un est en mesure, quand il a la parole, surtout avec la prestance et le niveau de Korach, eh bien, il peut déconstruire. Et déconstruire, c'est toujours très dangereux. Non, c'est pas pour construire. Très bien. Razak ou Bao? David. C'est en un mot, le point ici, c'est par rapport à l'introduction qu'on a fait au départ, c'est se défaire et se détacher pour retrouver une parole de Mishnah, un enseignement de Mishnah, un enseignement qui nous provient de la chaîne, de la transmission qui nous vient du Sinaï, et de se détacher de nos, on va dire, de nos néguillotes, de nos intérêts, et d'essayer de donner une lecture du texte sans forcément, en se défaisant de nos propres complicités, en essayant d'être détaché par rapport à notre tendance première à nous mettre tout de suite du bon côté. Marloket Leshem Shamaim. Voilà, puissions-nous. Voilà, il y a un point aussi, c'est que chaque marloquette, ce que je n'ai pas dit, et je le dis rapidement, chaque marloquette, elle peut avoir une richesse inouïe. Parce que, étant donné qu'il y a plus de centralité, alors la parole, elle dépend de la réceptivité du réceptacle, de la réceptivité des individus, tant qu'ils sont motivés par une recherche de émet pure. Et on pourra trouver une richesse de par le fait, et même le fait que ces deux positions-là se complètent dans la lecture du monde, dans la lecture de la parole d'Hachem. Et on en a besoin. Parfois, on en a besoin. On la veut cette discussion, on la veut la marloquette dans le Talmud Torah. Dans la mesure où elle est motivée par une recherche de émet. On prie quand même pour avoir le moins de marloquettes possible et d'être le plus en phase. Et si on ne l'est pas, que nos marloquettes soient les Shem Shamaim.